Sili be tute yen paiti le ches jangin yen la jangin la chuka ba fande lenge. Sili be tute yen le ches jangin yen la jangin la yen lenge. Sili be tute yen paiti le ches jangin yen la jangin la chuka ba fande. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili be tute yen paiti le ches jangin la jangin la chuka wana de lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili da be tu koli yen paiti le ches jangin yen la jangin la chuka wa kende lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili da be tu koli yen paiti le ches jangin ya yen la jangin la ya kade kende lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Ewara demleng da yen ni bil jozan da yen la jangin la ya kade lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili jutta sili boy kat sili non yen la jangin la ya kawana de lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Ewara demleng da yen ni bil jozan yen la jangin la may na de lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili be tute yen paiti le ches jangin yen la jangin la chuka wana de lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili sia sili boy kat sili kolor sili jutto yen la jangin la chuka wa kende lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili yen tu yen da ba ho chacha yen la jangin la yen def nan def lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Kon nok sili palor asili boy ka sili nutta sili se yen da ba ho chacha yen la jangin la ya kawana def lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen lenge. Sili da be tu yen paiti le ches jangin yen la jangin la yen ay wane ande lenge. Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen Sili man gine sili palor yen ni minun tuzan yen banye fami yen na boy jangin la yen wana ande Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen la jangin la yen wana ande oy la jangin la ba de na de Sili be tute yen le ches jangin la jangin la yen yen wana ande da president banik dai. Merci. Mes chaleureuses salutations au nom du bureau exécutif de l'AOB. Je vous dis, soyez les bienvenus au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en tant que tel. Et merci d'être venus. Comme vous le voyez,
Cette année-ci, le bureau exécutif de l'AEP a décidé de mettre en place la cellule des élèves de l'AEP. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, parce qu'on n'était pas encore à l'université, donc on voyait que les élèves de l'AEP, au niveau de la localité, comme il y avait une certaine des élèves de l'amicale, donc ces élèves-là, pour matérialiser leurs engagements, eux, ils tentaient d'organiser au sein des écoles des activités. Donc il y avait une prise de conscience qui existait au sein de ces élèves-là. Et vraiment, depuis un certain temps, on recevait des suggestions pour qu'on leur laisse vraiment la latitude de prouver aux gens que vraiment ils sont conscients de leurs responsabilités et ils sont conscients des problèmes que rencontre notre localité vraiment pour accéder à un niveau de développement comme les autres localités qui existent au niveau du Sénégal. Donc c'est pourquoi dans les réflexions cette année-ci, on a décidé de mettre en place la cellule des élèves de l'AEP qui est en quelque sorte une section vraiment du bureau exécutif. Donc cette cellule-là est dépendante du bureau exécutif de l'AEP. Donc depuis vraiment la mise en place de cette cellule, ils ont organisé en collaboration avec le bureau exécutif une conférence philosophique à 4 jours avant les anticipés de philo. Donc c'est quelque chose vraiment à magnifier et ça mérite vraiment d'être applaudi parce que cette activité a vraiment accusé une grande réussite. Donc aussi depuis lors, il essaie vraiment de proposer quelque chose et d'assister les élèves dans leurs encadrements pédagogiques. Donc après elle, je vais appeler le président de l'amicale des élèves et étudiants Palo, Abdul Aziz Faye. Vous le connaissez, vraiment lui, c'est un homme. Il est la personnalité morale d'une structure. Vraiment, il joue pleinement ce rôle-là. Comme vous le savez, partout où il est, il représente la structure. Et vraiment, ce qui me marque chez lui, c'est que vraiment, il a un grand esprit de rassembleur. Je pense que celui qui a un grand esprit de rassembleur, c'est quelqu'un vraiment qui a une grande ouverture au niveau de son Monsieur le maire de la commune de Keur Moussa, Monsieur le parrain directeur de l'AIBD, Monsieur le conférencier, Monsieur le président de l'AEP, chers anciens de l'amicale, chers invités, chers camarades et étudiants, chers élèves, honorables assistances, c'est avec un grand plaisir que j'ai pris la reine de l'amicale des élèves et étudiants Palor au niveau du lycée de Kou. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ce sont les garçons qui occupent le haut du pavé, et puisqu'on est dans la rupture, je me suis imposé avec le soutien des autres pour marquer cette rupture au niveau de l'association. Pourquoi cette précision? Parce que je crois foncièrement qu'il y a une once de leadership qui dort en chaque être humain. Et c'est la personne elle-même qui doit le réveiller. Chers camarades, chers étudiants, chers invités, je rappelle qu'on doit attendre rien de personne, qu'au contraire, qu'on doit apporter notre pierre à l'édifice pour le rayonnement de notre localité. Comme disait le président Kennedy, what you can do for your country is better than what your country can do for you. Chers élèves, chers étudiants, nous devons travailler main dans la main afin d'atteindre notre objectif qui est centré autour de la réussite scolaire et universitaire. Car la meilleure manière de récompenser celui qui vous a transmis des connaissances est dans le fait d'en faire un bon usage et de faire montrer aussi de persévérance. Nous, élèves, nous avons la ferme décision de tendre toujours vers l'excellence. Je me serais terminé sans remercier les pionniers de cette association. Je remercie également tous les élèves de la commune de Keur Moussa. Vive l'AEP, vive le Palor.
Donc vraiment, il faut applaudir encore une fois l'ancienne. Vraiment, comme elle l'a dit au niveau de son discours, c'est une preuve de leadership. Donc c'est vraiment ce que nous voudrons au sein de nos élèves et au niveau des étudiants. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, l'aspect leadership est quelque chose de très important, vraiment, que chaque élève et chaque étudiant doit avoir pour pouvoir être compétitif au niveau du milieu professionnel. Donc c'est pourquoi, même dans notre programme, il se trouve des formations qu'on va réserver aux étudiants pour vraiment qu'ils puissent matérialiser leurs compétences une fois au niveau du milieu professionnel. Pourquoi? Parce que actuellement, comme vous le savez, donc dans le milieu professionnel, il y a ce qu'on appelle l'aspect compétitif qui est de plus en plus mis en exergue. Donc en tant que des élèves, ça ne suffit pas tout simplement d'avoir des connaissances sur un domaine bien précis, mais il faut quand même avoir vraiment beaucoup de capacités en termes de management, etc. et le fait de savoir communiquer. Donc tout cela, ça rentre dans l'aspect du leadership. Vraiment, je félicite Monseigneur Diouf. Bien. Chers camarades étudiants, chers amis, parents niveau bachelier, chers invités, bonjour. L'AEP a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la journée d'intégration édition 2017. Au nom de tous les membres de l'AEP, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. Par cette présence, nous éprouvons un immense plaisir et nous saisissons la chance que nous offre cette rencontre historique de communion, de partage et d'apprentissage pour exprimer notre vote gratitude à l'endroit de chacun se trouvant dans cette salle. Cette occasion me permettra de rendre grâce au bon Dieu et remercier mes chers camarades d'avoir porté sur ma modeste personne leur confiance en faisant de moi leur président. Je vous remercie. À l'image des objectifs qui ont motivé la création de cette amicale, à savoir unir les jeunes élèves et étudiants animés d'un même idéal, créer entre eux des liens d'entente, de solidarité, promouvoir l'éducation dans le monde valeur et contribuer au développement de la culture. Le nouveau bureau exécutif se fixe comme objectif de regrouper les élèves et étudiants Palor dans un cadre d'essence scientifique tout en renforçant la fraternité et la solidarité entre les membres. L'atteinte de cet objectif ne fera par la concrétisation du programme réparti en 3 volets. Volet pédagogique. Accueillir et intégrer les nouveaux bacheliers dans les espaces universitaires, lutter contre les déperditions scolaires, devenu un phénomène majeur dans notre local. Organiser des rencontres d'essence scientifique, des conférences pour participer au renforcement des capacités des élèves et des étudiants. Volet social. La démarche d'un local pour loger les étudiants Palor constitue la plus grande priorité du bureau exécutif. Nous organisons des activités d'échange, de communion pour renforcer davantage les liens de solidarité et de fraternité. Volet culturel. Nous comptons organiser un grand événement intitulé Week-end culturel Parole dans les villages où nous allons faire matérialiser la culture et organiser des activités citoyennes pour participer davantage à l'épanouissement culturel et citoyen de la localité. Ainsi, l'amicale ne ménagera aucun effort pour réunir les conditions qui permettront aux étudiants d'atteindre la réussite. Il est vrai que nous rencontrons des difficultés dans l'exercice, mais rassurez-vous, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour cultiver
prix de solidarité et pour redorer le blason de l'amicale. Je vais saisir l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour lancer un appel à tous les membres de l'amicale ici présents à se regrouper davantage autour de cette dernière pour qu'on puisse ensemble apporter des solutions à nos problèmes et pour que l'amicale puisse retrouver sa force. Chers camarades, je vous incite à vous armer davantage de courage, de sérénité, de témérité et d'abnégation pour que vous puissiez être compétitifs dans l'espace scolaire et universitaire sénégalais. Je ne vais conclure mon discours sans remercier M. Momassis, maire de Kermoussa, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir dans l'organisation de nos activités. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre cher parrain, M. Abdoulaye Boy, directeur général de l'AIBD, qui a été très réceptif à notre égard et qui n'hésitait à nous soutenir moralement et financièrement pour l'organisation de cette activité. Qu'Allah nous le rend au quintuple. Enfin, je ne finirai par féliciter les anciens qui ont conclu depuis 2003 que aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Parole de Mandela. C'est pourquoi ils se sont donnés corps et âme pour mettre en place cette amicale que nous avons héritée aujourd'hui. Chers anciens, soyez remerciés par ces mots. Un grand merci à tous les invités qui, malgré leurs préoccupations personnelles, ont répondu présent à cette activité pour partager avec nous ce moment solennel. Que la fête soit belle. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous remercions la représentante des élèves, Palor, et le président vraiment de l'association de l'amicale des élèves et étudiants Palor. Donc, à présent, je pense que nous allons passer au niveau de la conférence, mais avant cela, je vais annoncer vraiment la venue du président. Donc nous félicitons vraiment le président de Secordecam qui a bien voulu venir aujourd'hui partager avec nous, venir répondre présent à l'invitation de l'amicale. Donc je vous prie de l'applaudir très fort. Donc aussi, je vais aussi revenir sur un aspect très important. L'amicale des élèves et étudiants Palor est une structure à vocation éducative, en plus de ça aussi à vocation culturelle. On est rassemblés, on est regroupés par notre culture. Si je dis culture, je dis langue. Si je dis culture, je dis tradition. Si je dis culture... Pour partager avec vous un moment intéressant dans la vie intellectuelle. D'autant plus que si on remonte un peu le cours des temps, on se rendra compte qu'il y a de cela quelques années, on était là en tant qu'élèves pour écouter, pour suivre nos aînés qui étaient là, qui ont jeté les bases de l'association qui est réunie aujourd'hui. Et ces aînés-là ont eu le mérite d'avoir une vision prospective qui part de l'idée suivant laquelle aujourd'hui aucune grande idée ne peut être concrétisée sans l'appui d'une forte majorité. Et cette majorité-là ne peut être retrouvée, ne peut être atteinte que dans le cadre d'une dynamique collective. C'est de cette idée-là que les frères, les aînés ont eu très tôt pour mettre à la disposition des élèves un cadre
cadre de rencontre, un creuset de fraternité, mais surtout de partage entre élèves et étudiants issus de la même localité. Cela dit, puisque le temps est court, il nous faut aller vite, j'aimerais peut-être demander aux conférenciers de nous rejoindre sur le plateau. Le conférencier que je vous demande de l'applaudir très fort. D'abord, tous mes remerciements les plus chers d'avoir choisi ma modeste personne pour animer une thématique dans un espace universitaire face à des jeunes, des étudiants, je sais qu'ils sont des étudiants, et des élèves aussi. Donc particulièrement à tous ceux qui ont opté pour ce choix, je me dis, j'espère ne pas vous décevoir et de donner le meilleur de moi-même par rapport à ça. Donc sincères félicitations aux organisateurs, c'est pas évident, c'est très difficile de réussir la mobilisation et les défis de l'organisation. Mais puisse Allah vous accorder son assistance dans tout ce que vous êtes en train de faire, Inch'Allah. Mes sincères remerciements à Abdelaziz et Mme Sénébou pour leur discours d'ouverture qui a été très percutant et sur lequel vous pouvez vraiment sentir la donne de l'engagement, le sens de la moralité et cet esprit de cohésion qui vous anime quand vous parlez de vos localités. Et je pense que tout ceci, mis dans un contexte, porte l'importance qu'il y a que lorsqu'on est issu d'un terroir, que l'on puisse garder, ne serait-ce qu'à un moment donné, le sens de nos origines. Parce que le source de notre renouveau est une dimension de la personnalité humaine qui est d'une importance capitale. Je pense que vous comprendrez à travers ces discours que vous savez qui vous êtes. Savoir qui l'on est, c'est savoir d'où l'on vient. Et de l'où l'on vient se trouve la source de notre identité culturelle et de repères. Et je pense que c'est ça qui va être le fondement premier de ce qui va être développé tout au long de ce débat. Étant donné que le temps qui nous était imparti étant très limité, je vais directement aller dans le vif du sujet, tout en mettant en exergue la complexité du thème, que ce soit philosophique, épistémologique, sociologique ou même anthropologique. Je me dis que rien que le simple fait de débattre sur l'structuration du thème peut être l'objet d'une conférence, d'un panel ou d'une table ronde. L'éducation en tant que matière à part entière signifierait à elle seule à débattre parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la problématique de l'éducation. De l'autre côté aussi, cette culture qui devrait être le fondement de notre développement est complètement parfois porté en ombrage à cause d'un système éducatif qui n'est pas du tout en corrélation avec nos réalités socioculturelles. Ceci dit, la question que je me pose, parce que je me plais à manier les questions pour me retrouver, parce que quelle que soit la situation où vous vous trouvez en tant que jeune, je ne me satisfais pas quand vous avez la réponse, mais je suis plus tranquille quand vous savez la question que vous devez vous poser face à la situation où vous êtes. Et face à ces situations aujourd'hui sur le défi de l'éducation, est-ce que vous êtes à un niveau d'analyse et de critique au point de vous dire quelle est la question que nous devons nous poser dans ce qui nous est offert aujourd'hui comme produit en matière d'éducation? Il y a des concepts qui pour moi sont très simplistes. Quand j'entends parler on est trop en avance, on est trop en arrière. Pour moi ça ne signifie rien en avance. Pour moi ça ne signifie rien en retard. Pour moi, le plus important c'est que après avoir revu les choses, après avoir analysé les choses, après avoir mis chaque chose à sa place, quelles sont les priorités? Encore je reviens à l'importance de pouvoir poser des questions là où il faut et quand il faut. Où est-ce que nous en sommes et d'où est-ce que nous étions partis? À l'entendement de beaucoup de jeunes, quand on parle du source dans le passé de ce qui était, on a presque l'impression que la vie des Africains commence à partir des indépendances. On aurait même vu des spécialistes dans des panels commencer l'histoire du Sénégal avec la pénétration
de la France au Sénégal. Il y en a même, j'ai été présent dans des rencontres où l'histoire politique du Sénégal a commencé à être citée à la fin des conquêtes coloniales. Mais en ce moment, la question c'est de quelle Afrique on parle? Et où est-ce qu'on doit situer une Afrique avec des problèmes d'éducation quand des siècles et des siècles, les mathématiques et les sciences avaient leur origine africaine? Et que même le chiffre 0 que vous entendez parler en arithmétique ou en mathématiques était le nom d'un célèbre mathématicien égyptien. Et que ces théorèmes et que les algorithmes qu'il utilisait ont été à la base de la création des pyramides. Dans l'agriculture, dans l'agronomie. Et que cette Afrique dont on parle, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'était une Afrique. Et que ces prophètes qu'on parlait qui étaient en Égypte ou dans les passages du Nibi, de l'Égypte, de l'Éthiopie, d'Abraham jusqu'à Moussa, mais c'était des hommes noirs de l'Afrique qu'on parlait. Ça peut vous choquer? C'est normal. Parce que vous avez un état d'esprit. Je ne suis pas en train de parler de contenu programmatique d'histoire et de science, mais je suis en train de vous parler d'une manière de penser. Parce qu'aujourd'hui, si votre manière de penser, c'est qu'à droite, vous êtes colonisé par les Arabes qui doivent vous dire c'est quoi la foi et la religion, mais à gauche, c'est l'Occident qui doit vous dire comment vous devez vivre un système social. C'est que là, on n'est pas prêt à aller ensemble dans le même chemin. Parce que tu peux bien être arabe, mais ta manière de penser peut ne pas être islamique. Certaines choses peuvent être arabes, mais ça peut ne pas être islamique. Mais comme certaines choses peuvent être purement sénégalais ou sérères, et ne pas forcément être musulmanes aussi. Et c'est là où la question de la culture que vous m'avez mis dans le thème rend les choses un peu plus épicées, en fait. Avant de continuer, j'aimerais vous entendre dans la salle. Est-ce que maintenant nous sommes dans la même longueur d'onde? C'est surtout le monde derrière, au fond. J'entends pas les frères et les sœurs qui sont au fond derrière. Est-ce que vous me comprenez le niveau où je parle? Que je lève la voix beaucoup plus? Effectivement, oui. Là, je sens que vous me comprenez. Et qu'il est important de préciser ces dimensions-là. Et vous voyez, dans Nation Nègre et Culture, quand Cheikh Anta Diop se pose la question, je ne sais pas par quelle manifestation du Saint-Esprit cette Égypte noire est devenue blanche sous la plume des Occidentaux. Il y a une question de réconciliation à nos origines d'abord, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu auras le seul problème de savoir qu'est-ce que tu dois savoir. Si tu pars du postulat que ce que tu dois savoir doit venir de l'autre, tu n'es pas prêt à aller loin. On parle de l'éducation comme étant une seule orientation d'une culture occidentale. Oui, l'Occident a développé une culture éducationnelle. Là, je suis en train de revoir les choses dans un autre contexte. Avant tout, avons-nous une culture de l'éducation? Si oui, laquelle? Comment on a été éduqué? Comment les connaissances nous ont été transmises? Je vois ici des Sérères, j'entends des Diouf, j'entends des Pouilles, j'entends énormément. Mais si je vous posais 3 ou 4 questions sur les fondements de la culture sérère, je suis sûr que j'aurai énormément de problèmes pour avoir des réponses exactes. C'est vrai ou c'est faux? C'est de là qu'il faut partir. Un peuple ne s'éduque pas sur la base de la civilisation de l'autre. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de logique. De logique. Parce que nos réalités socio-culturelles ne sont pas celles du Japon. Les peuples qui se développent avant tout
préservent l'excellence de ce qu'il y a dans leur culture. Nous, nous en perdons, mais nous n'en revisons pas. Combien de facteurs présents dans nos réalités ne sont pas soumis à la critique? Que ce soit sociétal, que ce soit organisationnel, que ce soit même dans notre manière de vivre. Sortez et marchez 3 km dans les rues de Dakar. Et qu'est-ce qui vous frappe? Regardez les manières dont les bâtiments se chevauchent quand vous marchez dans les rues de Dakar. Regardez des quartiers où il n'y a pas de canalisation d'eau. Regardez la manière dont on gère les ordures dans la rue. Et ça, on le dit dans un pays qui aujourd'hui, à Dakar, compte combien d'universités? Au vu de ça, je ne peux pas parler d'un peuple qui éduque. Il y a moins de 2 ans de cela, la voyante Salvador a failli fermer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur la base d'un rêve, d'une possibilité qu'un avion peut tomber là-bas. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Un match de football a failli sombrer à un désastre. N'eût été la bénédiction divine, des milliers de personnes auraient pu mourir. Quand vous voyagez de région à région, vous voyez des véhicules qui ont plus de 40 ans d'âge, qui portent 200 kilos à tel point que la voiture est penchée sur mon côté. Et cette voiture va rouler à 100 km à l'heure pour parcourir des distances allant parfois de 300 km. Mais il dépasse des policiers qui les laissent passer. Ce qui signifie que les milliers de morts de la plus grande catastrophe navale de l'histoire qui s'est passée dans nos pays, le Diola, on n'en a tiré aucun sens, aucune éducation. C'est dans ce sens qu'il faut d'abord commencer par parler de l'éducation, dans la dimension comportementale de l'humain et de l'homme que nous sommes. Quand je suis rentré dans cette université, la première chose qui m'a choqué, c'est la manière dont les étudiants dessinent et écrivent sur les murs comme ça leur plaise. C'est notre dimension à nous. Pour vous organiser, je vous taquine un peu pour vous donner l'exemple. Vous m'avez donné 3 lieux différents de la conférence. Le dernier, un espace du dernier jour, voilà là où nous en sommes. Un grand médecin de ce pays amène son neveu à l'hôpital le jour de fête de la Tabaski. L'infirmier vient pour voir qu'est-ce que l'enfant a, l'enfant s'est brûlé. La première réaction du médecin, c'est de lui faire une ordonnance pour qu'il aille acheter du coton et les produits pour désinfecter et traiter la brûlure. Ce grand médecin le regarde et lui dit, vous n'avez pas tout ça ici? Il dit non. Il dit, vous n'avez pas une pharmacie? Il dit, ah, aujourd'hui c'est la Tabaski. Je suis le seul de garde. Vous avez vu cet animal que l'on appelle le moustique. Il peut tenir sur votre doigt, n'est-ce pas? Regardez l'analyse que je vais faire avec des moustiques. Le moustique, il meurt avec une pompe. Il meurt avec de l'encens. Le moustique tue des millions d'Africains chaque année. C'est petit animal de rien du tout. Pourquoi? Parce que nos femmes contribuent à l'instabilité de l'environnement en jetant des habits de linge, des saletés dans la rue qui favorisent la production de cet animal en tel point qu'on ne peut plus l'arrêter. C'est ça des conséquences drastiques. La Corée du Sud est un pays où limite, ça va être difficile pour moi de parler sur la lumière, monsieur le caméraman, je ne sais pas comment vous pourriez m'aider. La Corée du Sud est un pays qui n'a aucune ressource naturelle.
Et quand je dis aucune, c'est aucune. Dans ce pays. Même cultiver la terre est un sérieux problème. N'est-ce pas? Même au niveau maritime, ils sont limités par la mer de Chine. C'est un pays très compliqué. Et on a même tendance à dire un pays fait son histoire et subit sa géographie. Mais ce pays exporte 50 fois plus que l'Union soviétique qui a du pétrole, du gaz, du butane et toute forme de ressources que vous pouvez imaginer. Pourquoi et comment? Parce que la Corée du Sud aujourd'hui exporte la valeur naturelle la plus riche du monde. Et je vous pose la question, c'est quoi? Vous connaissez la Corée du Sud? Vous connaissez la Corée du Sud? Hein? Je sais qu'au moins, si je demandais de lever la main ceux qui possèdent un produit de la Corée du Sud, la moitié de la salle vont lever la main. Ils ne comprennent pas l'histoire de ce pays. Levez la main ceux qui ont un téléphone Samsung. Levez la main ceux qui ont un téléphone Samsung. Levez vraiment la main. Voilà. Et voilà un exemple. C'est la Corée du Sud. C'est de là où viennent les téléphones Samsung. C'est eux. La marque Samsung est coréenne. Aujourd'hui, la Corée du Sud vend en technologie et en informatique ce qu'aucun pays développé ne fait. Alors que laissez-moi vous dire une chose, il y a moins de 50 ans, la Corée du Sud avait le même PIB que la Somalie. Dans les années 80, c'est le Ghana qui offrait à la Corée du Sud des graines de semences pour l'agriculture. Dans les années 80, le Ghana a appuyé l'agriculture de la Corée du Sud. Mais pourquoi ce pays est allé si loin? Pourquoi? Je vous raconte une histoire d'un de mes oncles qui est spécialiste au niveau des eaux et forêts, qui est allé en Malaisie et qui est revenu. Et j'aime bien échanger et observer la géopolitique et l'avancement des pays. Qu'est-ce que mon oncle me dit? Il me dit, quand je suis allé à la Corée du Sud, ce pays a fixé son développement sur la base d'un arbre. Ils le transforment. Ils ont sorti une politique. Ils utilisent les graines, ils utilisent l'écorce, ils utilisent les tiges. Ils l'ont mis dans la technologie. C'est le palmier. Et quand il a vu tout ce qu'ils étaient en train de faire, il a dit aux gens, mais moi je connais bien le palmier, je ne savais pas que ça pousse ici. Les experts lui disent, ça ne vient pas de notre pays. Et il leur dit, et où est-ce que vous avez vu ça? Ils l'ont dit dans une région d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la Casamance. Même la marque de voiture qu'ils conduisent, les roues sont faites à base de l'arbre de palmier. Aujourd'hui, quand vous posez la question à l'Indonésie, la propulsion de développement précoce, il vous parle d'éducation, dans une dynamique d'évolution perpétuelle. Quand je vous fais part de toutes ces analyses, je ne vous ai pas dit le cas du Japon qui est un pays qui a reçu 2 bombes atomiques et qui aujourd'hui est une puissance mondiale. Je ne vous ai pas parlé de la Chine qui a connu des famines, des situations de famine au point que des gens mouraient dans la rue. Aujourd'hui, les commerçants chinois occupent la plus grande avenue de Dakar. Et tous les produits qu'ils vendent, les Sénégalais sont capables de le produire dans le cadre de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qui est triste, c'est que si vous observez tout ce qui est dans cette salle, il n'y a rien qui a été fait dans votre pays.
Observez ces ventilateurs, les ampoules. Parfois même, il y en a parmi vous qui portent des chaussures qui viennent de Turquie, de Chine, de l'Inde. L'ensemble de la totalité de ce qui doit faire notre identité, nous ne nous rendons pas compte que ça a une dimension économique, que ça a une dimension religieuse, ça a une dimension de personnalité. Vous vous retrouvez dans des conférences internationales, chacun porte des habits, des tissus, des chaussures faites de son pays. Nous, les Africains, on vient avec des habits qui viennent de Chine, d'Asie, de Turquie, et on est là assis. Première réflexion que m'a fait un ami qui m'a dit, je comprends maintenant pourquoi quand tu voyages, tu es toujours en 2 pièces. Je dis pourquoi? Il m'a dit, je suis allé dans une conférence, les Nigériens, les Béninois, tous les autres étaient habillés en traditionnel, c'est moi le Sénégalais qui suis venu en costume. Question de mentalité. Et la question est de savoir, comme Allah nous l'interpelle dans sa verset du Coran, ne dilapidez pas votre patrimoine. Mais quel est le patrimoine de Palor? Je ne l'ai pas senti ici. Pas du tout. Vous ressemblez plutôt à des jeunes dakaroises. Peut-être que pour vous, venir de Palor, porter des ensembles, des tissus qui viennent de Palor, se définir comme une série. Si tu retournes au village, on va dire qu'il va vous nekk Dakar branché ou quoi. Et vous voyez que ce phénomène, quand ça vous touche à la tête, c'est une maladie qu'on appelle la mode. Vous voyez une jeune Sénégalaise qui a sur sa tête des cheveux bleus. Sénégal, ni ko ñuul toujours ay sa wala ko di dox am karaw yu bleu di dox ci digg mbedd bi, ça ne vous gêne pas? Il faut se poser des questions. Et ça, c'est un problème culturel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Et où est-ce qu'on va y aller? Premièrement, l'éducation et ce que nous offrons en matière d'éducation doit correspondre à nos réalités. Moi, un jeune qui vient de Palor, qui me dit qu'il va aller étudier après son bac, est-ce qu'il a fait le lien entre ce qu'il doit apprendre et l'impact que ça doit avoir de là où il vient? Est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête, je vais aller être ingénieur agronome parce que le sol de Palor est riche et qu'en tant qu'ingénieur agronome, je peux relever les défis de l'agriculture dans la zone où j'habite? Ou bien que je vais aller faire médecine pour relever les défis de santé publique qu'il y a dans ma zone au niveau communautaire? Si chacun d'entre vous, en tant qu'étudiant, se dit, les études que je vais faire, je sortirai de l'université avec un projet de ma localité, dans un secteur bien déterminé, et au fil de ma vie, je ferai tout pour que ce projet-là se réalise. Poser un lycée d'excellence, développer l'agriculture, l'échantillonnage d'un système d'élevage très simple, renforcer les mémoires de la culture de cette zone, de Palor, à Moul, à Pout, à toutes les zones environnantes qui sont là, relever une cartographie de cette identité-là. Que demain, nos enfants puissent se retrouver à avoir des références qui nous appartiennent. J'ai fait l'être moderne, d'accord. Mais ma mémoire, je le ferai sur la tradition ou les contes éducatifs qui se passaient dans ma localité. Je vais aller interviewer plus de 50 jeunes qui vont me transmettre des connaissances. Mais c'est comme ça qu'on maintient vivant le patrimoine d'une nation. Mais on apprend plus Victor Hugo. Quiconque d'autre dans nos sociétés et nos espaces. On ne se développe pas avec la mentalité de quelqu'un d'autre. Et on se développe avec notre vraie source d'identité.
La question c'est que même si je termine mes études, l'association c'est salutaire et je suis très content de savoir que vous êtes en train de vous battre. Et je sais que c'est pas facile, croyez-moi, je vous comprends. Mais il ne faut pas vous laisser limiter par le manque de moyens au point de vous dire qu'on ne va pas poser des jalons. Ma question c'est, est-ce qu'il y a un programme de vacances une fois au retour au village? Quel est le programme? Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait pour les jeunes que vous avez laissés là-bas? Est-ce qu'il y a un programme d'encadrement prévu pour les jeunes qui doivent aller au lycée? Comment les orienter? Pour cette année, les jeunes qui ont eu le bac, qu'est-ce que l'association compte faire pour eux? Comment les orienter à l'université? Quels thèmes ils vont prendre? S'ils doivent venir à l'université, quelles sont les décisions que nous, les organisations, décisions qu'on doit prendre pour eux? La problématique de l'hébergement, la question du traitement des santé des étudiants qui viennent. Un jeune qui n'a jamais quitté Palor, qui a son bac qui vient à Dakar, le dépaysement est total. Comment faire pour l'adapter? Je suis en train de poser des axes programmatiques sur lesquels j'aimerais avoir des réponses au point que je me dis à partir de maintenant, je me considère comme membre de l'association des étudiants de Palor. Mais je n'aimerais pas que ce soit une définition parabolique qui existe comme ça, mais j'aimerais vous voir dans le sens que cette association, ça m'a tellement marqué quand je vous ai entendu que malgré mon programme chargé, j'ai décidé de venir parce que je porte énormément d'espoir sur les organisations des ressortissants des localités, loin de la capitale. C'est important. Aujourd'hui, on observe beaucoup plus de réussite scolaire dans le monde rural que dans les grandes villes. Mais je pense que ça, il faut le préserver. Pour moi, c'est d'une importance capitale. D'espace, en tant que cadre existant, que ce soit des organisations, que ce soit des antennes ou que ce soit des agences au niveau national, sont disposés à accompagner des jeunes sur la base des défis de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il est possible que vous accompagniez des jeunes qui sont restés au village, qui n'ont pas eu la chance de finaliser des études ou d'en faire, de les aider à l'élaboration des projets qui peuvent être déposés dans des antennes comme l'ANPEJ. Au-delà de l'ANPEJ, il y a FONGIP, il y a FONGES, il y a énormément d'organisations qui sont là. Et même dans les activités paysannes, je pense que c'est vous qui devez jouer ce rôle d'interface-là. C'est là où je vous attends le plus. Vous êtes des étudiants, vous êtes en niveau scolaire, vous savez écrire et élaborer des projets. Allez les voir, des organisations comme la coopération allemande GIZ, comme ENDA, comme Plan International, déposer des programmes, que ce soit éducatifs ou de sensibilisation, ou de développement ou d'entrepreneuriat, mais s'il vous plaît, délocalisez-les dans les zones où vous venez. Faites la cartographie de toutes les personnes ressources que vous connaissez dans ce pays qui sont originaires de Palor. Organisez-les autour d'une rencontre, mais faites déjà un dossier, un état des lieux. Vous m'avez juste envoyé un document, un texte, c'est pas mal. Mais moi j'ai bien envie de voir un document de cadrage technique présentant réellement Palor sur le plan géographique, historique, économique, analyse et tout, avec des propositions de programmes, de projets, de tout ce qui peut être fait. Faites un site web très vivant, mettez énormément de données et regroupez tout ce qu'il y a sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan géographique, sur le plan religieux. Tous ces facteurs pour moi sont très importants et je pense que c'est là où nous aurons joué un rôle important. En tout cas, si vous vous engagez dans cette dynamique, je suis à vos côtés. Mais il faut dépasser l'étape d'organisation, d'association pour des rencontres, amener un conférencier qui parle, et après c'est fini. On a des problèmes à régler, il faut les régler. Il ne faut plus qu'un étudiant de Palor qui vienne à Dakar ait des problèmes de logement. Qu'une étudiante qui vienne à Palor, qui vienne de Palor
qui est malade ne sache pas où aller se faire soigner. S'il y a des problèmes au niveau des études, il faut trouver un raccourci et créer des métiers, parce qu'il y a une différence entre métier et travail. À Dakar, il y a beaucoup de chercheurs de travail, mais il n'y a pas d'hommes de métier. Et même arriver à délocaliser des espaces de formation pour les jeunes, afin de les aider à sortir des situations difficiles que nous tous nous connaissons. Et c'est de ça que je suis en train de mettre l'accent particulièrement. Donc, il y a énormément de programmes, de projets pour les jeunes. Il faut beaucoup s'informer au niveau des ministères de la jeunesse, des agences nationales, et voir une fois au retour, mettre en place un comité des anciens et des sages et les écouter, prendre leur avis et contribuer à ça. Pourquoi pas même le projet de la réalisation de documentaires sur parole. Je pense que là, il y a énormément de choses sur lesquelles nous pouvons mettre l'accent et le développer, Inch'Allah. Autre piste de réflexion qui me semble très importante, c'est dans le cadre de vos études. Il est vrai que les perspectives ne manquent pas, mais beaucoup de jeunes comprennent très mal les débouchés des matières dont ils sont en train d'apprendre. Mais moi, je vous dis que aujourd'hui, pour être opérationnel dans le cadre de l'entreprise, la première chose qu'il ne faut pas d'abord négliger pour l'étudiant de ces siècles-là, c'est d'abord les barrières linguistiques. Aujourd'hui, être étudiant et ne parler que français, ça ne sert à rien du tout. D'abord, ça commence à Dakar. On dit que le pétrole est là, les multinationales commencent à ouvrir des bureaux un peu partout. Mais si vous n'êtes pas bilingue, vous n'irez nulle part. Le minimum, c'est le français et l'anglais. Au British Council, 3 mois, 6 mois intensifs de cours, vous avez le maniement de la langue, c'est pas compliqué. Mais si vous préférez acheter du crédit, chaque année vous achetez un nouveau téléphone, smartphone, ce n'est pas une priorité à l'éducation financière. L'éducation financière, c'est de mettre d'abord votre argent à ce qui vous profite le plus. Il y aura un moment, vous aurez assez d'argent pour acheter autant d'habits, autant de maquillage, autant de parfums, autant de téléphones que vous voulez. Mais pour le moment, chaque moyen que vous avez doit vous servir à booster, à aller de loin vos domaines de compétences. Donc, premier fondement, la maîtrise des langues, aussi bien le français que l'anglais. Ça je vous dis, je suis en train de parler des béaba. L'autre chose qui est primordiale, c'est l'outil informatique. Mais quand je vous parle d'informatique, je ne suis pas en train de vous parler de Facebook et d'Internet et des réseaux sociaux. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de Word, d'Excel, de PowerPoint. Ça, c'est des instruments. Mais l'informatique en tant qu'outil où vous êtes capable de faire quelque chose de concret avec. D'une manière, je vous donne un exemple, je parle de la maîtrise des logiciels existants. Tu ne peux pas être aujourd'hui un spécialiste évoluant dans un cadre de bureau. Tu dois faire des statistiques, tu ne maîtrises aucun logiciel des statistiques. On va vous le demander. Vous devez faire des documents de présentation de vos rapports. Vous devez avoir une toute petite base en infographie. Comment monter une image, comment bien présenter un document. Ça, c'est primordial. Vous devez faire des états financiers, mais vous devez être bon en Excel. Mais je ne vous dis pas Excel comme ça, à la légère. Et aujourd'hui, jamais dans un siècle comme le nôtre, jamais dans un siècle comme le nôtre, il a été autant facile d'acquérir des connaissances. Vous pouvez tout apprendre par Internet. Alors c'est là où je vous invite à former des clubs de travail, où les informaticiens vont former des gens en informatique, les comptables vont initier les littéraires en comptabilité, les littéraires vont initier les autres en technique de rédaction, et ensemble comme ça, on s'entraide, les choses vont aller très vite. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de la polyvalence dans la dynamique de la compétence. Tu ne peux pas évoluer en entreprise en te disant « je ne sais faire qu'une telle chose ». Tu n'iras pas loin. Les gens veulent des résultats, on investit cher,
les ressources humaines coûtent cher et ça raréfie, vous risquez de ne pas être très compétitif. Surtout quand vous êtes maintenant, aujourd'hui, tu as face à des étudiants qui ont du mal à s'exprimer en français. Alors là, c'est catastrophique. Un milieu d'entreprise, c'est la conception, mais c'est aussi l'expression. Vous devez vous défendre. Je reviens maintenant sur un autre aspect qui est fondamental. On parle de la communication digitale. Aujourd'hui, vous devez sortir à Dakar, vous prenez votre smartphone, vous vous connectez, vous demandez un lieu où vous devez y aller. On vous donne tous les éléments d'explication et tout. C'est fini maintenant d'aller quelque part et de poser des questions sérieuses en entreprise. On prend des jeunes commerciaux, on leur dit, faites-nous une cartographie d'intervention, balayez-nous le terrain. Mais le directeur du commercial ne va pas vous dire où se situe tel endroit. Il donne des directives et il attend des résultats. Vous prenez votre smartphone, vous entrez sur Google Maps, vous faites la cartographie. Aujourd'hui, si quelqu'un vous demande où se trouve Itecom, vous vous mettez à lui dire il faut prendre les 2 rues à côté de l'université, tout ça. Vous êtes très en retard. Vous devez être capable de prendre votre smartphone, de dessiner l'itinéraire de Itecom et de lui envoyer par SMS. Sincèrement, qui parmi vous est à ce niveau ici dans la salle? Et par YouTube. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ont du mal à trouver du travail à cause de leur page Facebook. Aujourd'hui, vous cherchez le nom de quelqu'un, vous tapez sur Internet, vous tapez sur Google. La première chose qui apparaît, ce sont ces réseaux sociaux. Sur Facebook, sur LinkedIn. Mais oui, personne ne peut plus se cacher, c'est le monde qui est comme ça. Du moment que plus personne ne peut se cacher, donnons-nous une image positive alors. Mais quand quelqu'un me demande du travail, de travailler dans mon entreprise, et que quand je rentre dans sa page Facebook, je ne vois que c'est sorti dans les lintés, dans les khawarés, raconter des tasses de thé, raconter des lettres, du n'importe quoi. L'image que la personne a de vous, c'est celle qu'elle voit. Qu'il faut quand la personne se maquille, chaque 2-3 jours, elle change son profil avec une nouvelle robe ou un nouveau maquillage. Mais quand est-ce que cette personne a le temps d'être une intellectuelle? Présentez-vous pas comme une personne, présentez-vous comme un étudiant si vous êtes étudiant. Parlez de vos domaines de compétences, d'intervention, de ce qui vous intéresse. Aujourd'hui sur YouTube, vous avez tous les cours possibles existants dans les universités du monde. Tout. N'importe quelle science, vous rentrez sur Internet, vous avez même droit à des espaces où on vous fait des cours en ligne, en direct, gratuits. Jusqu'au multimédia, les enseignements sont gratuits. Les forums au centre culturel, chaque année, on voit l'équivalent de milliards dépensés pour améliorer le système éducatif sur des programmes gratuits, des bourses de la francophonie, de la Confégeste. Il y a énormément. Au Sénégal, chaque année, on retourne des millions ou des milliards d'argent destinés au financement et à l'activité des jeunes. Mais les jeunes ne viennent pas demander ces financements. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal organisés, mal structurés. Votre organisation, il faut le faire. Il faut chercher à la piste un papier, un récépissé valable. Ça vous donne le droit de demander des fonds. Allez à la chambre de commerce, demandez des renforcements, des activités et des séminaires, on vous l'offre. Allez à la Confégeste, demandez des formations en leadership, en entrepreneuriat, on vous le donne, c'est gratuit. Mais il ne faut pas que ce soit une association sérieuse. D'ailleurs, pour la littéraire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais terminer par un message d'espoir en vous disant, il est vrai que c'est très facile pour moi de m'asseoir ici, de prendre mon micro et de vous dire, allez faire, allez faire. Mais d'autre part aussi, c'est ma responsabilité aussi. Et comme je vous l'ai dit, il est possible de faire beaucoup de choses ensemble. Je pense que le défi, c'est d'abord de réussir d'avoir un programme annuel bien ficelé et concret.
mais les mêmes programmes fin d'année, rencontres, conférences, il faut dépasser ça, il faut du concret. Et je pense que pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. Je peux vous trouver des portes d'entrée à l'ENPEJ, au FONGIP. Il faut y aller avec du concret et je pense que les choses peuvent aller de très loin. Et j'insiste beaucoup sur les programmes qu'il ne faut pas que l'association n'existe qu'à Dakar. Il ne faut pas qu'une fois de retour en vacances à Podor, qu'on ne voit plus personne et que vous n'ayez pas d'activité à faire là-bas. Moi, je pense qu'il serait très pertinent que vous développiez des activités là-bas et aller même jusqu'à jumeler dans les autres espaces qui sont là-bas. Il y a les étudiants de Mboul qui étaient là l'année dernière, je pense qu'ils m'avaient convoqué pour une activité. Moi, je suis un adopte du village de Mboul. Les villages de Mboul m'ont adopté. Je suis leur fils, je suis leur enfant, j'y vais très souvent. Et mon père spirituel, Rahimahullah, chez Botola Amdoudouf, habitait là-bas. Donc, je fais partie de ces terroirs. Je connais des habitants. L'année dernière, je pense que des habitants de Mboul m'avaient invité aussi pour une conférence. Et je pense qu'il faut y aller à un moment donné à une fédération de toutes ces zones locales pour mieux avoir des perspectives lointaines et continuer à aller de l'avant. Le temps qui nous est imparti étant très limite et que nous sommes en zone hivernale, je n'aimerais pas vous voir retourner sous des pluies ou un climat assez difficile et que moi-même j'ai un emploi du temps assez chargé. Et j'aimerais quand même rendre la parole au public et qu'il y ait un échange fructueux sur des propositions ou sur des orientations par rapport à tout ce que je viens de dire. Remercier du fond du cœur toutes ces personnes, Ousseynou, qui est un petit frère, qui est un ami, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, l'accueil chaleureux que m'a réservé M. Diouf et tous les autres participants, à Mme Seynebou, à Abdul Aziz aussi, pour leur engagement, leur détermination pour que les choses marchent. Et je vous dis, tout ceci se fera sous la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vous accompagne, qu'il vous guide et que les meilleures chances et les meilleures portes s'ouvrent à vous dans le cadre de vos études. Mais que le plus important, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est ça le plus important. Je vous remercie. Monsieur le conférencier, et je vous demanderai de l'applaudir très très fort. Là, je disais à la table de mon propos que peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de lire votre CV. Je me suis limité à vous présenter en tant que formateur en leadership et en management, mais je suis sûr que la bonne présentation qu'on aurait pu faire de vous, c'est de vous dire tout simplement que vous êtes un savant. Donc, la parole est à M. Babacar Diouf. Babacar Diouf. L'amicale des élèves étudiants Palor. Moi-même, j'ai été président de cette association il y a cela quelques années. Je mesure la peine, je mesure le sacrifice que vous avez consenti pour organiser cette manifestation, qui du reste, après, on peut noter quelques points liés à l'organisation, à l'absence des autorités communales et à l'absence surtout des anciens élèves, les anciens étudiants Palor. Je parle d'anciens parce que les précurseurs de cette amicale, ils sont là. Ils sont dans les villages, ils sont dans les régions. Donc il fallait les informer, les inviter. Mais je vous comprends, c'est la première fois que l'amicale des élèves étudiants Palor organise une journée culturelle à ce moment de l'année, au mois d'août. Donc ça se comprend. Donc je n'essaie pas de justifier leur absence, mais il faut les comprendre. Je ne peux pas parler aussi à leur nom parce que je suis étudiant. Donc je vais d'abord commencer à vous féliciter. Franchement, le bureau, vous abattez un travail extraordinaire. Et j'ai eu vent avant-hier que maintenant, dans quelques semaines, Inch'Allah, l'amicale des élèves étudiants Palor aura un appartement ici même à Dakar. C'est confirmé, donc c'est quelque chose que vraiment, quand j'ai entendu parler de cela, j'avais les larmes aux yeux. Parce que ça a été notre combat depuis 2007. Donc c'est vous, M. Diouf, vous, M. le Président, vous avez réussi là où nous avons échoué. Donc, toutes nos félicitations. Pour
réussir le défi collectif, il faut passer par le défi individuel. Nous avons été envoyés à l'école par nos parents qui n'ont pas eu la chance de faire des études comme nous. Ils ont souffert d'un manque. Et ils ont dit, il faut envoyer mon fils à l'école pour résorber ce gap. Ils nous ont envoyés à l'école, certains ont réussi, d'autres non. Nous qui avons la chance de réussir, je vous dis bien cette chance. Croyez-moi. Moi, c'est juste une parenthèse. La classe où j'étais à l'école, à km 50, j'ai partagé une classe de CI avec plus de 60 élèves. Nous sommes deux rescapés, deux. D'autres sont devenus des maçons, d'autres des électriciens. Ils n'ont pas échoué dans la vie. Hein. Chacun a sa légende personnelle pour parler comme toi et nous. Ils sont en train de réussir leur légende personnelle. Moi qui ai la chance de réussir, d'arriver à ce stade de l'éducation, ou bien de l'instruction, est-ce que je dois dire que personnellement j'ai réussi et je vais trouver un boulot, me marier, avoir un salaire et je m'en, passez-moi l'expression, je m'en fous de là où je viens? Ce serait un lamentable échec. Une réussite essentiellement personnelle est un lamentable échec. Donc, pour répondre à la première question, c'est que nous avons des défis. Nous sommes à l'université. Nous sommes à l'ère des diplômes, comme on dit. Nous devons réussir. Nous devons apprendre. Faire tout pour avoir accédé au niveau de Master 2, s'inscrire en thèse, c'est ça le défi individuel. Mais le défi individuel ne suffit pas. Il faut un défi collectif. Pour répondre au défi individuel, pour réussir, monsieur le conférencier nous a parlé de nous. Donc il y a un seul élément pour réussir, il faut être au nombre de son temps. Nous devons être des hommes de nos temps, c'est-à-dire apprendre l'informatique, apprendre le droit, apprendre la géologie, les mathématiques et tout ça. Mais ça ne suffit pas. Le grand défi, c'est le défi collectif. Et nous souffrons de cette maladie. Nous, le parole regorge d'intellectuels. Je sais que maintenant nous avons des sous-préfets, des enseignants, des docteurs en mathématiques, un docteur en mathématiques, tout. Mais ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas parce que nous avons dit que, allez, donc maintenant, j'ai les diplômes, j'ai mon salaire, je m'en fous. Je ne prends même pas le temps de conseiller mon jeune frère ou bien ma jeune sœur de s'orienter dans les études. Nous faisons tous la même chose. Tous, le conférencier l'a dit tout à l'heure. Vous avez un bac L, vous allez faire droit ou bien anglais. Point. C'est comme me disait mon père. Il y a droit anglais, droit anglais. Maintenant, et ça se comprenait parce que nous n'avions pas d'anciens à l'université. Moi qui suis ancien, entre parenthèses, j'ai un jeune frère qui a le bac. Il a un bac S ou bien un bac L. Mais il y a des filières nouvelles comme on dit. Le conférencier l'a dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas continuer à faire toujours la même chose. Ce serait, comment dire, soporifique. Et ça n'est pas. Donc nous, étudiants, aidons nos frères sur deux points essentiels. Vous avez en premier lieu insisté sur la nécessité de diversifier les disciplines scientifiques, s'ouvrir aux autres disciplines. Il n'y a pas que la science juridique, il n'y a pas que l'anglais comme filière. Il est temps aujourd'hui de nous ouvrir aux autres disciplines scientifiques sur lesquelles monsieur le conférencier est revenu tout à l'heure. Et vous avez peut-être ce que j'ai retenu de votre discours et qui a étayé certains propos du conférencier. C'est la belle maxime de Césaire que vous nous avez gratifié tout à l'heure en nous disant qu'il y a deux manières de se faire. Le repli sur soi-même et la démission dans l'universel. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la mondialisation, de l'ouverture et de la globalisation. Donc, toute propension. Je suis très, très, très content en voyant notre conférencier d'être là avec nous. Aujourd'hui, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on devait donner le conférencier une crête et il va nous expliquer tout ce qu'il est en train de nous sectionner. En entrant dans la salle tout à l'heure, je me disais que je vais rentrer à différents montres. Mais lorsqu'il a débuté l'homme fort, que je vais l'appeler aujourd'hui dans notre soirée, vous voyez, ça sonne. Là, le portable est en train de répondre à ce que je disais tout à l'heure. Je voulais rentrer. Mais je ne pouvais pas être privé à ce débat. Franchement,
monsieur, je vais dire à tous les étudiants de l'ADECA d'aller vers ce monsieur-là. Et il ne faut pas le laisser. Je sais qu'il a un agenda très chargé. Mais il faut aller vers lui pour avant les Européens. En Wolof, on parle Maniden Diwan Collège. Je vous rappelle, je suis un fruit du département arabe à l'université Anta Diop. Mais malheureusement, j'ai pris le prix depuis la petite fois pour aller enseigner le français. C'est malheureux. Vous allez me comprendre. Bon. Là, quand le Wolof dit Maniden Diwan Collège, mais le mot Diwan, c'est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont venus ici pour nous imposer le futur, même le comportement. Allez là-bas au foot, là où je sais. Mais en regardant la population, on disait que nous sommes en hôtel ou bien Algérie. Même le comportement, très important. Mais aujourd'hui, on ne peut pas identifier un valeur à Dakar. On ne peut pas identifier, en commençant par moi-même. Quand vous me voyez, est-ce que il ne va même pas comprendre si je peux parler pour là? Nous allons passer la parole à Raymond. Excusez-moi, j'ai du mal. La parole est à vous. Je rappelle, vous n'êtes pas le président de... Je suis encore allumé, mais quand même je fais des efforts. Je disais qu'aujourd'hui, je suis content de vous retrouver parmi vous, parce que je suis manqué de naissance, bon temps bien sûr. Mais bon, je viens de fêter 15 ans dans le milieu Palor. Il me reste peut-être qu'une fois Palor et ce sera tout. Je parle Palor parce que j'ai fait mon enfance à 50. C'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie. Juste, monsieur le conférencier, pour juste vous dire que vous avez fait une conférence exceptionnelle. Sincèrement, nous ne sommes pas dessus. Et comme vous avez juste touché à une dose peut-être occidentale, que c'est 1444 à Aken, qu'on remonte plus loin, 3 millénaires avant en Égypte, avec le toit de celui-ci, il y avait déjà le calendrier. Comme aime bien le dire M. Tchab, la charte du Kouroukan Fouka de Soudjata Gaïta, c'est au XIIIe siècle. Et tout ça, c'est que nous avons, même l'arabe quand il venait au 7e siècle, il nous a apporté les ibados qu'ils ont aujourd'hui. Nos religions que nous avons, catholiques que je suis, musulmans que vous êtes, ne nous appartiennent pas. Nous avons nos rams, nos poèmes. Je ne suis pas loin, je ne suis pas mélangeant, je ne suis pas de Moulardin, je suis tout près d'ici, je suis dans la zone parole. Et je me glorifie. Une petite chose, peut-être, bon, une prière que j'ai faite, parce que d'ici 30 ans, les parents qui sont dans la zone sud de la commune, les jeunes vont chercher ailleurs où loger. Parce que nos parents, je suis désolé, sont en train de vendre nos terres. Moi, en Mancagne, j'ai des terres maintenant à 50. J'ai des amis, le papa ont vendu leurs terres. S'il vous plaît, nos parents, les terres que nous avons, on les conserve pour que la jeunesse puisse y rester. Et que si l'opportunité se présente, faisons comme nos parents, vendons les terrains, donnons à nos enfants qu'ils puissent aller à l'extérieur, étudier et revenir. Merci à l'Assemblée. Merci pour tout. Monsieur Dawan, monsieur de la parole. C'est juste deux interventions que je voulais parler. À travers ce qui nous lie, ce qui nous a amenés ici, ce qui a fait que nous soyons rassemblés ici autour de nous. D'abord, avant de continuer, je vais dire que je vais parler un peu sérieux. Pourquoi je vais parler sérieux? Parce que c'est l'amicale des étudiants valorisés. Des étudiants, c'est l'association, l'amicale des élèves et étudiants valorisés. Pour cela, bon, depuis lors, je n'ai pas entendu de mot c'est ce que je veux dire Yari et de Réunion également. Voilà, en fait, l'importance en est que ici nous sommes dans un milieu qui est tellement péjoratif. Quand je dis cela, parce que nous sommes dans un secteur très en arrière. Pourquoi je dis cela? Notre localité, c'est à nous de le développer. C'est à nous d'initier toutes les innovations pour qu'on puisse aller en avance. Donc, l'idée pour notre civilisation, c'est qu'on nous parle de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question allant dans le sens des enjeux
qui guettent de plus en plus notre localité. Ma question est la suivante. En quoi le recasement des villages de Falaf, comme Badak, Kessohat est une partie de Kakeli, et l'implantation de l'AIBD dans une partie de notre zone peuvent-elles engendrer des conséquences sur la culture Falaf? Bonjour tout le monde. Il faut commencer d'abord par la salutation. Et monsieur le conférencier, justement, moi je ne vous connais pas. Pour la première fois, je vous ai rencontré. Mais par la curiosité, je vous ai écouté. J'ai enregistré, j'ai capté. Et je pense que j'ai pratiqué davantage. Mon intervention par rapport à ce sujet, d'abord, s'articule autour de deux idées fortes que j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu aussi Victor Hugo. Kierkegaard nous a appris que l'intellectuel doit mourir avec un livre à la main. De toutes ces remarques significatives portées sur ma modeste personne, si ce sont des intentions, puisse Allah les accomplir de mieux. Et ceci m'interpelle à toujours redoubler d'efforts pour aller de l'avant et depuis bout de ce mois. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut prendre en considération quand on porte sur vous des propos alors dans laissant estimer la personne que vous êtes. Je vous en suis éternel, je vous en serai éternellement reconnaissant et je vous remercie du fond du cœur. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont ressorties de Babacar, Papis, en passant par Raymond, Abdou, Mohamed à la fin qui était intervenu sur des aspects techniques. Je pense que c'est fondamental. Pour moi, Babacar, vous n'avez pas échoué. Vous avez posé des jalons que les autres ont continué et c'est comme ça qu'il faut voir le travail organisationnel. Personne ne peut venir à un moment faire tout. Peut-être que si vous n'aviez pas bien travaillé, les autres ne réussiraient pas aujourd'hui à apporter un autre édifice. Et c'est là où l'organisation des sens des priorités est importante. Si vous venez prendre le travail à bras le corps, à cœur, vous allez vous fatiguer, vous allez disperser vos énergies, vous ne réussirez pas. Les choses se construisent étape par étape. Et chaque génération devra être fière de ce qu'il a réalisé. Et les remarques que Babacar a fait sont très pertinentes, ce qui prouve que vous êtes sur la bonne voie. Et qu'un pays devrait être fier que les générations qui viennent soient meilleures que ceux du passé. Mais c'est comme ça qu'on dit le développement. Mais ici, on a trop tendance à croire qu'on ne sera jamais comme les autres qui sont passés avant nous, et c'est comme ça qu'on n'évoluera pas. Moi, aujourd'hui, ma fierté, c'est de voir mes enfants être plus diplômés, plus formés et mieux érudits que moi. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront plus servir le Sénégal. Mais ici, il faut que chaque génération qui vient soit au-dessus d'une autre génération. Mais où est-ce qu'on va aller? La catastrophe sera totale. Donc c'est à vous, les premiers pionniers, de réussir à tracer les voies que les autres auront suivies, qui est primordial. Et pour ça, les félicitations comme les remerciements se valent aussi de votre côté. Des remarques ont été très pertinentes, mais je pense que la question du patrimoine foncier sont des sujets très délicats qui méritent un véritable dialogue politique. Le dialogue politique répond à une démarche socio-anthropologique très claire. Le fait, ça a toujours été un problème, l'histoire des bradages des terres avec des normes, parce que ça a toujours été le cas dans l'évolution de tous les pays du monde ont vécu ça. Au moment de faire des choses, on trouve des gens sur leur terre, ils n'ont pas les moyens, des niveaux d'investissement qu'il faut y aller. J'ai entendu vous féliciter et remercier le directeur de l'AIBD, mais je pense que chaque programme ou chaque entité organisationnelle a ce que l'on appelle un volet responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. Je viens de 10 jours de séminaire intensif à Saint-Louis, au niveau des grands domaines du Sénégal. Ça a été l'objet d'un débat intéressant dans la mise en place des processus de management, de développer un volet RSE. Et je pense que voilà quelque chose que les étudiants, l'association de Pologne me saisit, c'est d'être une membre intégrante de l'aéroport, parce que c'est vous qui connaissez les réalités de la zone où vous êtes, de discuter avec eux d'un partenariat
pour un RSE avec une approche d'une vision de développement durable à long terme. Parce que quoi que l'on puisse dire, ça peut vous être autant bénéfique que ça peut leur être bénéfique. Mais à condition que quand on parle de partenariat, c'est que tu as ta part, j'ai ma part. Mais un partenariat où toi tu prends tout et que moi je perds, ça ne peut pas s'appeler partenariat. Mais on peut poser des jalons concrets. Organiser une activité, une rencontre, avec des proposals pertinents. Allons voir le directeur de l'AIBD. L'aéroport s'est installé sur nos terres. Des gens qui ont de l'argent veulent investir et nous arracher nos terres. Si nous n'avons pas de moyens économiques de résister à ces situations, nous serons contraints de vendre nos terres. Demain, nos enfants ne vont rien hériter de nous. Ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est de recenser les terres et les classer sous patrimoine collectif. Ça, c'est possible. Deuxième élément, demander un RSE compatible aux réalités de ce qu'il y a dans la zone. Demander à l'AIBD combien d'écoles et de lycées on va construire dans la zone. L'aéroport peut le financer. On veut un lycée technique à Palor. L'aéroport peut le financer. On veut un système de reboisement dans la zone. L'aéroport peut le financer. On veut un système de maraîchage à très haut niveau. L'aéroport peut le financer. On peut même aller jusqu'à un dialogue que l'aéroport devrait embaucher d'abord en première partie les ressortissants des zones environnantes. Je pense qu'il faut plutôt aller dans cette dynamique de dialogue politique avec l'aéroport, mais ne pas le faire à la syndicalisme au Sénégal. Penser qu'à chaque chose, il faut aller brûler des pneus sur la route, lancer des pierres, faire des menaces et des grèves, ça n'ira nulle part. Rita Marie Brown disait que le ridicule, c'est de faire la chose de la même manière pendant tout le temps et de s'attendre à un changement. On ne change pas en faisant toujours les mêmes choses. Perdre son temps à crier, à marcher dans la rue, à porter des banners rouges pour aller à Walfadjri, ça ne sert à rien. Allez dans un climat de dialogue. Avec vos autorités, avec des responsables, mais il faudrait le faire dans un contexte d'unité. Il ne faut pas que quand un groupe va négocier quelque chose ici, un autre groupe passe ailleurs pour aller négocier autre chose ailleurs. Mais vraiment dans la cohésion d'ensemble. Et d'une manière transparente. Parce que je vous dis la vérité, les gars. Vous êtes en train de vous confronter à des puissances financières colossales. Qui utilisent toutes les méthodes qu'ils veulent pour arriver à leur fin. Là où vous allez dire oui en groupe, un monsieur sort dans le gars et va dire non ailleurs. Pourquoi? Parce que écoutez, ces messieurs de l'immobilier sont capables de venir donner 100 millions à quelqu'un. 100 millions, c'est rien pour eux. Quelqu'un qui a l'ambition de construire un hôtel 5 étoiles dans cette zone, il n'a pas de problème de corrompre quelqu'un avec des millions. Donc faites attention, moi vous êtes en train de craindre des questions de patrimoine, mais moi je crains la corruption et la subdivision parmi vous. Et je vous parle d'expérience. Et ça, vous n'y pourrez absolument rien dire, c'est dommage. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre un peu les aspects qui sont très importants. Il faut que vous ayez plutôt un esprit leadership dans les problématiques et les défis au niveau de Palor. Mais oui, approchez-vous de la mairie, soyez des acteurs municipaux. Soyez des acteurs politiques aussi, parce que c'est avec la politique qu'on change les choses. Mais soyez-le de manière positive. C'est à vous de gérer votre communauté et votre local. Il faudrait le faire. Il y a la direction aujourd'hui territoriale qui est un peu d'une phase de la décentralisation qui est en train d'essayer d'amener des tentatives de réponse sur ces questions. Mais c'est vraiment ouvert. Hein? C'est vraiment ouvert. Je pense que vous avez parlé de magistrats dans la salle. Interpeller ceux qui sont dans la législature, qui connaissent le droit, qui maîtrisent ces questions techniques, avec des experts en plaidoyer et en négociation, poser un véritable débat de dialogue. Commencez d'abord par la conscientisation, éviter les violences verbales, ça ne sert à rien, respecter les gens qui ne partagent pas nos différences d'idées, c'est logique, ça va. Mais au fur et à mesure, si la démarche est positive,
et que les procès sont mis en place et respectés, à la fin, tout le monde vous rejoindra. Mais il ne faut pas commencer à s'attendre que ce n'est pas parce que ce que l'on dit est bien que tout le monde va accepter ce qu'on veut. Hein. Ça aussi, il faut le voir dans un travail d'ensemble. Et je pense que les choses vont aller de loin. Si vous êtes déjà très actif, très dynamique, si vous répondez de manière significative aux réalités de la population, si les gens adhèrent à votre confiance, ils vous suivront sur tout ce quoi vous les appelez. Mais si vous n'existez qu'à Dakar et qu'à Palo, il n'y a rien, si vous ne relevez pas les défis qui sont sur place et les problèmes, que les populations sentent qu'il y a des gens sur qui ils peuvent compter, là aussi vous aurez du mal à les convaincre. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller, et que les choses puissent marcher, mais comme je vous dis, petit à petit. Mon dernier mot de la fin, comme je vous l'avais dit, c'était un mot d'espoir, l'unité dans la diversité, à travers tout ce qui forge notre personnalité. La foi est un autre point commun qui est le monothéisme, mais dans ce qu'il y a de monothéiste et d'idéologie, nous n'avons pas de problème. Mais quand ça se confond avec la culture, c'est là où ça devient un problème. On a des aspects fondamentaux, positifs dans nos réalités culturelles. Je ne vois pas pourquoi nous devons les délaisser. Ceci dit, je vous remercie encore du fond du cœur et que nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver. Encore vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Donc, merci, monsieur le conférencier. Précieux conseil que vous avez bien voulu prodiguer plutôt aux étudiants et élèves que nous sommes. Je pense que au sortir de cette cérémonie, on ne doit plus verser dans le tâtonnement. Les idées clairement émises ici doivent permettre de nous retrouver autour de l'essentiel. Je pense que cette rencontre a constitué d'une certaine manière un cadre de réflexion approfondie. Je ne peux pas parler d'échec pour cette journée Babacar. Oui, tout à l'heure, oui, non, je comprends sur le plan formel, oui, il n'y a pas, les invités n'ont pas répondu à l'invitation, les anciens sont absents, mais il n'empêche, je pense que la journée a réussi. Et celui qui nous a permis de réussir cela, il faut bien le dire, c'est bien le conférencier. Peut-être en son absence, on allait partir avec beaucoup de regrets. Parce que, mine de rien, on a eu à injecter pas mal de centimes pour que cette journée ait lieu. Donc, monsieur le conférencier, encore une fois, grâce à vous, nous avons su réussir notre journée. Vous nous avez aidé à mieux planifier, en tout cas à mieux regarder notre avenir. Vous nous avez aidé à tracer de nouveaux jalons. Vous avez jeté les nouveaux jalons de la paix. On les avait tracés, certes, mais à un moment donné, il nous a semblé que les voies n'étaient pas très clairement tracées. Mais je pense que, compte tenu de tout ce qui a été émis ici comme une belle idée, je pense que tous les ingrédients sont là pour bien repartir, pour relancer la paix en vue de mieux prendre en charge les préoccupations de la peuple, mais surtout des points de vue individuels. Babacar a raison d'insister là-dessus. Nous avons une double responsabilité. Notre première responsabilité, elle est individuelle. Chacun ici présent a mission de devenir quelque chose. Dans le cadre de la discipline où il est, il doit en sortir diplômé, bien formé, pour pouvoir répondre plus tard à l'invitation de sa qualité. Ça, c'est individuel. Mais il veut le dire collectif également. Nous avons une grande responsabilité. Qu'est-ce que nous devons maintenant rendre à notre localité, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, qui nous a aidés à grandir surtout? Qu'est-ce qu'on doit lui proposer en retour? Je pense que c'est une question fondamentale à laquelle tout le monde ici présent doit répondre. Donc je pense que j'ai fini ma mission. La mission était de modérer entre guillemets la conférence. Je vais passer la parole à monsieur le secrétaire général pour nous. Je pense que vraiment actuellement, nous tous on est servis
On est seul, je ne peux pas m'empêcher de parler de notre frère Cheikh Ndongo Fall. Lui, il fait partie de nos formateurs au niveau, on s'est connus dans le cadre de la licence. Il y a une grande journée, un événement là-bas au niveau de la localité où nous allons organiser vraiment des activités pour vulgariser notre culture et en plus de ça aussi, vraiment montrer que l'étudiant, c'est un acteur de développement. L'étudiant, c'est quelqu'un qui doit proposer des axes de développement et l'étudiant doit être vraiment une personne qui doit apporter quelque chose pour sa localité. Donc l'étudiant ne doit pas constituer un moyen tout simplement. Si je dis moyen, c'est-à-dire que le politicien veut élaborer quelque chose, il vient au niveau de la localité, il voit les étudiants et les disent que vraiment je veux tel. Mais l'étudiant doit essayer de voir, est-ce que ce que veut faire celui-ci ou bien celui-là, est-ce que c'est utile pour la localité? Pour vraiment. Yohan Dakar, Bab Yohan Dakar, Sanwa Ketaranga, Lillah Tenene, Tapia Gua, Sanine. Yohan Dakar, Bab Yohan Dakar, Jodua Ketaranga, Lillah Tenene, Tapia Gua, Sanine. Dakar, babi Dakar, Nakudo Taranga, Lila Tenene, Kabligo Salai, Namine. Dakar, babi Dakar, Jotua Keterala, Lila Tenene, Kabligo Kuba, Dakar, Babi Dakar, Jaba wa Kuteranga, Lila Tenene, Yeliko Kula, Katine. Yohan Dakar, Babi Dakar, Jotua Keteranga, Lila Tenene, Kaliko Kuba, Lila Tenene. Kulasan onde familia yola tenene